On est ravis de vous accueillir ce soir pour cette nouvelle visioconférence qui est consacrée à la prochaine exposition qui ouvrira ses portes le 1er juin prochain sur les dessins. Alors, on accueille ce soir Elisabeth Maisonnier, on est ravis de l'accueillir, qui est conservateur du patrimoine au château de Versailles, donc responsable du cabinet des arts graphiques. Alors, Elisabeth, vous êtes arrivée en 2013 au château de Versailles. Pour vous, c'était une création de poste, puisqu'il n'y avait pas auparavant à Versailles de conservateur en charge des dessins. Donc, il existait bien des collections du cabinet des dessins depuis les années 30, mais il n'y avait pas vraiment de réelle organisation, si j'ai bien compris. Il s'agissait plutôt d'un fonds documentaire. Voilà, donc vous êtes arrivé en 2013 et vous avez structuré tout ça sous la direction de Béatrix Saul. Alors, vous êtes également chartiste et vous avez été de 2004 à 2012 conservateur des bibliothèques à la bibliothèque municipale de Versailles, en charge des collections patrimoniales. Alors, nous sommes très heureux vraiment de vous accueillir ce soir pour une présentation qu'on peut qualifier, je pense, d'exclusive. Voilà, parce que l'exposition n'a pas encore ouvert ses portes. Donc, on est vraiment très content que vous puissiez nous en parler, expliquer les choix qui ont été faits pour cette exposition. Voilà, je vous laisse la parole. Merci Kathleen, merci de m'avoir proposé cette expérience inoubliable de la conférence Zoom. Je dois dire que je ne suis pas sûre que l'exercice m'enthousiasme particulièrement. Alors heureusement que je vois certains d'entre vous dans des petites icônes sur le côté, parce que sinon j'aurais l'impression de faire la conversation à mon ordinateur. Et très franchement, c'est assez curieux. Donc, merci à tous ceux qui restent un petit peu affichés et qui me tiennent compagnie. Je vous interromps. Il se peut aussi que beaucoup de personnes coupent leur caméra parce que ça permet aussi une meilleure fluidité au niveau au niveau de la parole, qui est moins coupée. D'accord. Non, mais il n'y a pas de souci. Là, j'ai juste vu quelques personnes. Je me sens moins seule. Donc, bonjour à chacun d'entre vous. Et puis, je suis très contente de pouvoir vous présenter virtuellement l'exposition Dessin pour Versailles qui va ouvrir le 1er juin. Maintenant, je peux supprimer le conditionnel puisqu'elle a été quand même reportée 2 fois. Elle devait commencer en février dernier. Donc, je suis particulièrement heureuse que voilà, on ait maintenant le feu vert pour ouvrir. Cette exposition est très particulière d'abord pour le château, puisque c'est la première fois depuis 20 ans que nous organisons une exposition exclusivement consacrée au dessin. C'est de toute manière plus rare, souvent plus confidentiel dans le monde des musées. Je dirais que c'est la nature même de ce médium qui est un petit peu plus réservé, puis qui fait un petit peu peur, qui a un petit côté un peu plus pour amateurs, spécialistes. Voilà, donc je suis vraiment contente de d'avoir pu monter cette exposition. Et d'autant plus qu'elle nous permet de mettre en valeur le travail des conservateurs qui se sont succédés, parce que c'est sûr que si moi j'ai été nommée responsable du cabinet des arts graphiques à temps plein, on va dire, d'autres conservateurs avant moi, notamment Xavier Salmon, Nicolas Milovanovic et Juliette Tray, ont été chargés des acquisitions d'art graphique depuis 2000. Donc, cette exposition, c'est vraiment le fruit du travail de tous ces conservateurs, plus tous ceux qui nous suggèrent, qui nous signalent des œuvres qui nous permettent d'enrichir nos collections. Vous allez voir qu'en 20 ans, on a quand même réussi à acheter une centaine d'œuvres. Certaines qui sont des véritables trésors, des véritables chefs-d'œuvre, d'autres qui sont plus modestes. Alors évidemment, ce n'est pas celle que je vais vous présenter ce soir, mais qui ont toute leur place aussi dans l'exposition parce qu'elles montrent tel ou tel aspect important aussi de la vie du château. Donc une centaine d'œuvres. Ces œuvres, comme vous le savez, elles ne sont pas présentées au public en temps normal. Elles sont en réserve. Elles ne sont présentées qu'au moment des expositions temporaires, souvent thématiques, souvent
en prêt dans d'autres musées. Ce qui fait que parfois les visiteurs de Versailles en fait ne voient même pas ce que nous avons dans les collections, et certaines achetées récemment n'ont jamais été montrées. Donc il y a un côté un petit peu exceptionnel à plusieurs points de vue pour cette exposition. Cette exposition, donc, elle présente l'intégralité des dessins, puisque j'ai vraiment choisi d'être exhaustive dans les feuilles que je présente. Elle permet de découvrir plusieurs techniques, et ça aussi, c'était un des souhaits que j'avais, c'est pouvoir sensibiliser, je ne sais pas si c'est le terme, mais permettre de prendre le temps de regarder en fait la façon dont est conçue, dont se crée finalement une œuvre, puisque c'est par le dessin qu'on a le meilleur instantané, puisque souvent, notamment quand on a des dessins préparatoires, on est vraiment sur la première pensée de l'artiste, et on va peut-être moins se poser de questions quand on voit le tableau achevé. On va moins se demander comment il s'y est pris. Face au dessin, souvent, on se pose plus facilement la question. L'intérêt, c'est donc de montrer ce médium qui se décline dans de nombreuses techniques et que chaque artiste s'approprie à sa manière. Donc, vous verrez dans l'exposition du pastel, des techniques des 3 crayons, des dessins au graphite ou à la pierre noire, des gouaches, de l'aquarelle, des dessins à la plume. Et l'intérêt, c'est vraiment de montrer que finalement, chacun peut s'approprier la technique qui lui convient le mieux. Et je trouve que c'est vraiment très, très, très parlant dans l'exposition. Donc l'exposition, elle sera organisée en plusieurs thèmes qui reflètent complètement la politique d'acquisition qui est mise en œuvre par le musée. Donc une galerie de portraits et de scènes de la vie de cour, des dessins préparatoires pour les grands décors du château. Donc ça va des plafonds de la chapelle royale, du salon d'Hercule, bien les dessus de porte de la première chambre du roi ou le tableau d'autel de la chapelle de Trianon. Et presque la moitié, à peu près 40%, des feuilles sont des vues de Versailles, que ce soit des vues extérieures, des vues des jardins, mais aussi des plans, des projets architecturaux jamais réalisés, principalement de Versailles, mais aussi Trianon, Marly, une vue de Choisy, et qui montrent les évolutions considérables du château. Les œuvres qui sont présentées datent entre 1674 et 1925. On a aussi une diversité stylistique qui est liée à la date de création des œuvres, évidemment. Alors, je vais vous présenter des morceaux choisis, forcément, de cette exposition. Et je dois dire que l'exercice de présenter virtuellement une exposition de dessin, indépendamment du fait que je dois vous imaginer, c'est particulièrement difficile puisque mon souhait, c'était l'inverse, c'est-à-dire c'était de permettre la rencontre avec l'œuvre directement, puisqu'on a l'impression... Il y a un problème de son, hein, j'entends rien. Ah, je ne peux pas faire mieux. Vous m'entendez, Kathleen? Oui, moi, je vous entends parfaitement, il n'y a pas de problème. Je vais regarder. Moi, j'entends bien, mais il faut effectivement désactiver la vidéo et désactiver le micro. C'est bon, Elisabeth, il n'y a pas de problème. Je vous entends très bien. Il n'y a bien. pas de problème. Donc, je disais que c'était tout à fait l'inverse de ce que je souhaitais faire dans cette exposition, c'était de dépasser
le virtuel, puisque les œuvres que vous allez voir, finalement, quand on les connaît par des photos, on les connaît par des reproductions, et tous ces biais, que ce soit des écrans ou des publications, finalement, c'est particulièrement vrai pour le dessin. C'est un frein finalement à l'émotion et à la rencontre. Et là, c'était vraiment le but, c'était de les voir en vrai et d'y être confronté. Donc, vous comprenez bien aussi la double difficulté de l'exercice. Voilà, donc je vais commencer par quelques dessins préparatoires et en amuse-bouche, en introduction, un dessin de Jean-Baptiste Regnault, Diputade ou l'invention de la peinture, dessin préparatoire pour un des de support du Salon des Nobles, créé transformé par Richard Mink en 1785. Et qui représente les origines de la peinture par le dessin. Donc, vous comprendrez le clin d'œil et vous comprendrez pourquoi ce dessin m'inspire tout particulièrement. Puisque la légende de Diputade, c'est le mythe développé par Pline. C'est une jeune femme, la fille d'un potier de Corinthe, qui veut fixer les traits de son amant, qui part pour la guerre, donc un jeune berger, et qui va dessiner son profil à partir de son ombre. Donc, on a dans ce dessin tout ce qui est lié à l'idée de retenir, de fixer la mémoire de l'être aimé en créant le contour. Donc, on voit très bien au centre Diputade qui est guidé par un petit amour sur le côté droit, avec un bélier qui rappelle que son amoureux est donc un berger. Et elle tient la houlette du berger, dont on voit le bout tenu par l'amour. Elle dessine ce profil et les deux personnages sont bien posés et voilà le tableau final. Et vous voyez bien qu'il a perdu beaucoup en foisonnement, en imagination, en détail. Alors certes, il est plus lisible, il est plus clair, il est aussi plus froid, puisque les personnages sont vêtus à l'antique et la composition est dans des teintes froides, alors que la plume et le lavis gris donnaient quelque chose de beaucoup plus chaud et de beaucoup plus vivant. Alors, je ne vais pas abuser des citations, surtout quand elles sont anachroniques, j'en ai deux. Mais je trouve que ça nous donne vraiment le sens finalement du dessin. Ingres écrit « Dessiner ne veut pas dire simplement reproduire des contours. Le dessin ne consiste pas seulement dans le trait. Le dessin, c'est encore l'expression, la forme intérieure, le plan, le modelé. Voyez ce qui reste après cela. Le dessin comprend les 3/4 de ce qui constitue la peinture. » Donc, voilà, vous avez là vraiment l'exemple de ce que peut produire un artiste avec simplement une plume et un petit peu de la vie. Dans les dessins préparatoires qui sont présentés, il y a cette grande feuille, elle fait presque 1 mètre de largeur, c'est-à-dire presque autant que le tableau final, de Claude Audran, César envoyant une colonie romaine à Carthage. Donc, comme tout le décor des grands appartements, là il s'agit de dessins préparatoires pour une des voussures du salon de Diane, la symbolique se rapporte évidemment à des actions de
Louis XIV. Et donc, on a une référence ici au peuplement de Madagascar, puisque Jules César, en fait, donne des terres à ses soldats méritants, donc, qui partent peupler Carthage. Je trouve que ce dessin est assez intéressant dans la façon dont il pose la composition et dans le travail véritablement graphique d'Audran, puisque vous voyez là encore en quelques traits de crayon et de sanguine, Audran pose son premier plan plutôt en noir, cette barque qui est chargée de tout ce qui va servir à l'installation des soldats à Carthage, et plutôt dans trait de sanguine, le mouvement finalement des soldats et la foule qui se perd au second plan. Vous avez un décor d'architecture qui est à la pierre noire et la peinture en fait est presque moins heureuse dans sa composition, mais le personnage central de Jules César est bien mieux mis en valeur, puisque le personnage au premier plan du soldat qui porte les armes, qui transporte les armes, a été décalé vers la gauche, ce qui fait que Jules César est vraiment au centre et bien plus visible. Sa silhouette est beaucoup plus imposante. Le décor d'architecture s'est simplifié, donc le regard se perd beaucoup plus facilement dans les lointains, et il y a moins de personnages, il y a un moins grand foisonnement de détails dans le tableau, même s'il y a énormément de soldats en arrière-plan. Vous voyez aussi le travail qui est effectué, puisque vous voyez ces carreaux qui sont là, qui vont permettre donc le report sur le modello, hein, qui va être peint par Audran, puis transformé transposé dans le plafond. Donc voilà, ces détails que je vous montrais, hein, on voit très bien Jules César bien plus visible, plus central. Et là, on voit effectivement plus le travail de pierre noire, de quelques rehauts de la vie qui donne le relief. Alors, il va falloir assumer le côté un petit peu disparate, alors j'aime mieux dire éclectique, de cette présentation. De toute façon, c'est la nature même de l'exposition, c'est que le fil directeur, c'est Versailles, c'est autour de Versailles, mais c'est vrai que les œuvres elles-mêmes s'enchaînent de façon parfois un petit peu abrupte. Donc un dessin préparatoire pour l'abside de la chapelle royale, la résurrection du Christ, par la fosse. Et donc ce petit dessin qui représente donc un des anges du plafond que vous voyez matérialisé, voilà, ici par le carré. Donc une des figures qui entourent le Christ. On a beaucoup de chance d'avoir pu acquérir ce dessin, puisqu'on ne connaît que 3 dessins de la fosse préparatoire à la chapelle royale. Dans son inventaire après décès, on mentionne près de 1600 dessins, et 300 simplement sont connus. Donc, vous imaginez qu'il y a une perte importante. Et donc, c'est le premier dessin en fait, de la fosse qui rentre dans les collections. Il n'y en avait aucun jusqu'à présent. Et on voit un travail qui est à la fois proche du travail d'Audran, avec ce jeu
entre la sanguine et la pierre noire, mais qui esthétiquement n'a rien à voir. Alors là, on a un travail sur chacune, sur les figures isolées, et donc le travail est beaucoup plus important, notamment sur le visage, pour donner le modelé par les hachures, pour donner la chevelure, le mouvement en associant la pierre noire et la sanguine, en créant une espèce de fond un petit peu étouffé, avec ces grosses, ces épaisses hachures, et puis quelques touches de blanc qui ne sont pas des rehauts de blanc à la craie blanche comme on peut avoir chez d'autres dessinateurs, mais qui sont simplement comme un petit peu à l'aquarelle, en fait, une réserve qui utilise le papier qui est assez clair, beige rosé, de la fosse. Donc, vous voyez, par exemple, sur la poitrine, on voit bien ces petites formes. Et voilà, ce ne sont pas donc des rehauts de blanc, mais l'usage du papier en réserve. Alors évidemment, sur ces plafonds, il y a toujours quelque chose qui peut être un peu surprenant quand on regarde de près. Et évidemment, ces plafonds ne sont pas du tout faits pour être vus de près, et ils sont faits non seulement pour être vus de loin, mais en plus, ils doivent tenir compte de la courbure, soit de la voûte, soit ici du puits-de-four. Alors c'est une banalité absolue de le dire, mais on voit bien le travail que cela représente ici avec, par exemple, le raccourci du bras gauche, la main, voilà, ce raccourci nous permet de comprendre la composition d'ensemble. Le traitement aussi du visage est très différent. Donc là, on a quelque chose d'assez diffus, d'assez peu caractérisé, et on va retrouver une expression assez différente sur la peinture. La fosse, quand il est chargé de ce plafond, c'est un artiste qui est à l'apogée de sa carrière, mais aussi à la fin de sa carrière. Il est directeur de l'Académie royale depuis 1699. Il a donc déjà une très longue carrière derrière lui, et on sent bien que le dessin est un exercice simple et rapide pour lui, puisqu'on sent voilà, la rapidité du trait pour poser son petit ange. Autre grand décor essentiel de Versailles, c'est le plafond d'Hercule. Alors là, on arrive, je pense, parmi les quelques chefs-d'œuvre qui sont présentés dans l'exposition. 3 dessins, 2 dessins et un pastel, plus exactement, qui sont en lien avec le groupe central du plafond d'Hercule. Donc le plafond d'Hercule qui est installé dans l'emplacement laissé vide au moment de la création de la chapelle, qui a été transformé en salle de bal, et le plafond était resté vide jusque 1732. En 1732, le duc d'Antin commande à Lemoine ce gigantesque plafond. Lemoine, c'était alors un peintre reconnu, mais il n'avait pas encore eu de commande officielle. Et ces commandes officielles, il les attendait. Il venait d'avoir le grand Louis XV du Salon de la Paix, pour lequel on a d'ailleurs acheté un autre dessin préparatoire, mais que je ne montrerai pas là. Donc c'est vraiment son grand chantier qu'il va mener entre 1732 et 1736, complètement achevé en 1737. Louis XV, quand il le voit, est tout à fait impressionné. Les courtisans, les commentateurs aussi. Donc il nomme Lemoine son premier peintre,
mais il ne va pas le nommer directeur de l'académie comme il moi l'espérait. Et alors, est-ce que c'est d'épuisement, de dépression ou de frustration? En tout cas, le moine se suicide juste après que le plafond soit terminé. Alors, peut-être épuisement, puisque là, on a quand même une surface de 480 mètres carrés. On a 142 personnages, toutes les divinités de l'Olympe, pardon, puisque c'est toute la thématique de l'arrivée d'Hercule sur l'Olympe, de son apothéose, de sa transformation en demi-dieu. On voit donc la description qu'en fait le Mercure galant, l'histoire est résumée ainsi. Ce héros ne fut occupé pendant le cours de sa vie qu'à s'immortaliser par des actions vertueuses et héroïques, et Jupiter, dont il avait été l'image sur la terre, couronne ses travaux dans le ciel par l'immortalité. Voilà l'idée générale du sujet. Hercule, présenté à Jupiter par l'amour de la vertu, est tiré dans un char par les génies du même amour. Les monstres et les vices, domptés par la valeur de ce héros, ne peuvent soutenir sa gloire. Ils sont renversés et se précipitent en faisant encore d'inutiles efforts pour lui porter des coups funestes. Jupiter lui présente Hébé, déesse de la jeunesse, conduite par l'hymen. Donc ça, c'est le groupe central. Donc ce travail colossal, eh bien, il est commencé, il débute par la réalisation de dessins, et on estime que simplement pour ce plafond, le moine en aurait réalisé 200. Sur ces 200, il y en a une vingtaine qui sont identifiés, qui sont connus aujourd'hui, sont dispersés dans tous les musées de France et du monde. Et donc, notre grande joie et notre grande chance a été de pouvoir acheter coup sur coup entre 2019 et 2020 2 dessins, et donc 3 crayons et un pastel. Donc le premier, je ne sais pas si c'est chronologiquement dans les acquisitions, mais en tout cas, le premier dont je vous parle, c'est le dessin préparatoire pour la figure d'Hercule. En règle générale, on dit que le moine est un des grands coloristes, des grands peintres qui maîtrisent parfaitement la couleur. Comme on a tendance à opposer la ligne et la couleur, on n'imagine pas que c'est un dessinateur aussi puissant, aussi inspiré. Donc sur cette figure d'Hercule, vous voyez qu'en quelques traits qui sont repris et qui sont appuyés, mais qui sont là dès la première fois qu'ils sont posés, il dessine la silhouette. Simplement, avec quelques hachures, il donne les ombres, hein, comme on peut avoir ici. Deux traits de rehaut de blanc donnent un petit peu de modelé. Ici, un petit peu les ombres aussi qui sont posées. Et puis, 3 traits de crayon, et on a le char qui est posé, puisque, voilà, vous voyez la figure d'Hercule sur son char ici. Alors, si on compare, hein, le dessin et le tableau, alors là, évidemment, les échelles sont complètement fausses, hein, je l'ai fait pour la présentation. Vous voyez que l'Hercule peint est beaucoup plus musculeux, il est beaucoup plus costaud, beaucoup plus massif, donc il correspond tout à fait à l'image qu'on a habituellement d'Hercule. Là, sur le dessin, il est beaucoup plus athlétique, beaucoup plus fin. Le moine, en fait, prend son modèle comme une académie d'hommes, hein. C'est un prix sur un modèle. Deuxième dessin que nous avons pu acheter, cette étude pour une figure de grâce. Cette grâce, c'est Euphrosine, qui symbolise l'abondance, extrêmement, à la fois très naturaliste et extrêmement sensuelle. Là aussi,
en quelques traits de crayon, la même technique, hein, quelques traits de crayon qui dessinent les contours, quelques hachures, là un tout petit peu d'estompe pour donner le modelé, quelque chose d'extrêmement rapide. Et puis, donc ça, voilà, 200 dessins de silhouettes pour chacune des figures. Sur la figure d'Hercule, on a numéro 1 Hercule. Sur la figure de Grâce, on a numéro 1 Grâce. Donc, en fait, on imagine qu'il a fait en plus plusieurs propositions pour chacune de ces figures. Et en plus, pour les figures centrales de la composition. Donc, on sait par exemple qu'il y en a une pour Hébé, certainement une pour Jupiter, une pour Hercule, évidemment. On en connaît aussi une moins aboutie pour Vénus. Donc, chaque personnage principal bénéficie d'une étude particulière aux 3 crayons rehaussés de pastel. Donc, et là, on a un aspect qui est évidemment beaucoup moins connu de Lemoine, puisqu'il en a fait très très peu. Et on voit que c'est un pastelliste aussi habile qu'un Coppel ou qu'un Lafosse, ou même que les autres pastellistes du XVIIIe siècle. Alors, point de vue iconographique, parce que l'amour de la vertu, ce n'est pas exactement le personnage de la mythologie le plus fréquemment représenté. Donc, l'amour de la vertu, toujours selon la description du Mercure, l'amour de la vertu élève l'homme au-dessus de lui-même et le rend supérieur aux travaux les plus difficiles et les plus périlleux. Les obstacles s'évanouissent à la vue des intérêts de son roi et de sa patrie, soutenu par l'honneur et conduit par la fidélité. Il arrive par ses actions à l'immortalité. Hercule, présenté à Jupiter par l'amour de la vertu, est tiré dans un char par les génies du malheur. Voilà, donc on a quand même un contraste entre l'amour de la vertu tel qu'il est décrit par le Mercure, qu'on imagine un personnage dur, austère, et alors qu'on a ici beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse même dans le regard qui est relevé avec ces petites pointes de craie blanche. On a vraiment tout le talent de Lemoine qui utilise toutes les ressources du crayon et du pastel, enfin des 3 crayons et du pastel, à la fois ces traits de sanguine qui marquent, de pierre noire qui marquent les contours, à la fois ces hachures très légères de pastel gris, l'estompe qu'on voit très bien au doigt qui donne le velouté qu'on a ici sur la joue, et puis tous ces petits, ces très fines hachures qui vont donner tout le relief, la forme du visage. Vous aurez compris que c'est certainement une de mes œuvres préférées. Je trouve très difficile de ne pas être en admiration et puis charmée par ce visage de jeune homme. Et je trouve qu'on ne va pas du tout retrouver la même qualité dans la peinture. La peinture le rend... D'abord, c'est un personnage légèrement au second plan et avec un visage beaucoup moins expressif, beaucoup moins intéressant que sa version au pastel. Mais ça n'engage que moi. Mais c'est un avis partagé quand même. Ce n'est pas juste le mien. La deuxième section de l'exposition, c'est, enfin pas forcément chronologiquement dans l'exposition, 2 salles qui seront consacrées à des portraits et à des scènes de la vie de cour. Là aussi, toutes les techniques sont représentées et on a un certain nombre de grands noms puisqu'on a Lebrun, alors ensuite un petit peu un cran en dessous quand même, mais Valran-Vaillant, le miniaturiste
Joseph Werner, de Pastel de Boze, Pastel de Frédou, un dessin de Saint-Aubin, donc des noms importants pour le portrait. La première série que je vous montre, donc ce sont ces portraits par Valran Vaillant de Louis XIV et de son entourage. Alors le nom de Valran Vaillant est peut-être pas le plus connu des historiens de l'art, mais il a une place particulièrement importante et que j'espère qu'on pourra, que cette série contribuera à mieux faire connaître, parce que tous ceux qui le connaissent sont époustouflés par sa maîtrise de la technique. Donc il est originaire de Lille, mais il pratique surtout à Amsterdam. Et c'est un inventeur, en fait, puisque d'abord, c'est un graveur et il va travailler et inventer la technique de la manière noire. Et puis, c'est un dessinateur, alors c'est un peintre aussi, mais c'est un dessinateur qui va aussi travailler beaucoup le graphite et donc des portraits uniquement en noir et blanc. Alors, la tradition veut que le prince Rupert de Bavière, qui était aussi un amateur d'art et qui a travaillé avec lui, notamment à l'invention de ses gravures en manière noire, est l'inventeur également de ce pastel de couleurs. Alors évidemment, le pastel existe bien avant Valran Vaillant, hein, mais de cette technique qui recouvre complètement la feuille. Qui n'est pas simplement, qui ne vient pas en rehaut d'un dessin, mais le fond est au pastel et après ça, l'ensemble de la surface de la feuille est recouverte de pastel de couleur. Donc, le Vaillant est chargé par Léopold, lorsqu'il devient empereur, de faire toute une série de portraits de tous les participants à ces cérémonies. Et il rencontre le duc de Gramont, qui est l'ambassadeur de la France, qui va donc apprécier et regarder son travail et l'emmène avec lui en France, où il est présenté à la cour et où Anne d'Autriche va le charger de réaliser une série de portraits pour le mariage du roi, de portraits des personnages importants qui y sont associés. Donc, on a évidemment le portrait du jeune Louis XIV, le portrait d'Anne d'Autriche, le portrait de Marie-Thérèse, et puis deux autres portraits de jeunes femmes qui sont, voilà, comme vous voyez, qui sont assez stéréotypées dans leur représentation. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, la technique est bien particulière, avec notamment dans les matériaux employés, puisque, par exemple, pour les blancs sont au blanc de plomb, ce qui a posé des problèmes, puisque quand on les a achetés, ils étaient très oxydés, donc plein de taches noires. Ils ont été donc restaurés, et vous pouvez voir sur celui-ci notamment qu'il y a quelques traces, quelques ombres qui sont pas liées au pastel lui-même, mais à l'évolution du médium. Autre caractéristique, c'est la technique, on voit un tout petit peu là. Donc, Vaillant ne maîtrise pas encore le rendu de la dentelle. Donc, pour pallier à ça, en fait, il fait de grands aplats blancs et il vient ensuite au graphite dessiner le détail de la dentelle, donc, ce qui donne un résultat. Voilà, ces grands aplats. Alors, on a un dessin qui est très fin, qui est plus proche de la peinture, voire même de la gravure, et qui est évidemment très différent de ce que vont faire les pastellistes anciens.
Ensuite, le visage de... Il faut que je fasse attention parce que je pense que je vais dépasser l'heure. Le visage de Louis XIV, donc c'est le Louis XIV jeune homme, c'est un visage qu'on n'a pas l'habitude de voir. Autre œuvre importante par Lebrun, donc le portrait de Charles Perrault. Et ce qu'on peut voir immédiatement, c'est la filiation entre les portraits, les pastels de Vaillant et les pastels de Lebrun, avec cet usage de la feuille complètement recouverte de pastel, une gamme chromatique qui est un petit peu semblable, un portrait d'un personnage qui est légèrement de 3/4 avec le visage un petit peu plus tourné. Voilà, donc la tradition dit que Valran Vaillant aurait formé Nanteuil au pastel et que c'est auprès de Nanteuil que Lebrun se serait lui-même formé. Donc, Lebrun ne réalise qu'une vingtaine, a priori, de pastels, en tout cas, ils sont peu connus. On n'en connaît pas plus, pardon. Quelques portraits du roi, de Colbert, de quelques amis, notamment Israël Sylvestre et donc de Perrault. Ils sont évidemment ils se connaissent très bien et ils sont amis, puisqu'on sait que donc, ce portrait fait partie des collections personnelles de Perrault au moment de l'inventaire pour son mariage en 1672. Il est mentionné un portrait peint et un portrait au pastel. Voilà, donc là, on a aussi, plus que dans ceux de Vaillant, un exemple de virtuosité chez Lebrun. Vous voyez la façon dont est rendue la dentelle, par exemple. Là, on a une technique qui est beaucoup plus picturale. Et on a la technique du dessin est beaucoup plus visible avec ces traits de pastel qui sont encore bien visibles, alors que Vaillant travaille l'estompe sur toute la feuille. Autre petite, mais là je vais passer très très vite, la fin du XVIIe siècle, c'est un âge d'or de la miniature. Les peintres en miniature sont extrêmement reconnus. Et Louis XIV lui-même est un grand amateur. Il a de très nombreux manuscrits enluminés. Et il fait venir à la cour le peintre suisse, Joseph Werner, qui va qui va réaliser toute une série de miniatures de membres de la famille royale. Là, on a donc la Palatine, bien reconnaissable à son arrivée à Versailles, puisqu'on vante ses yeux bleus et ses cheveux blonds, et ce qu'elle perdra ensuite. Elle se décrit elle-même comme très laide, mais c'était une assez jolie femme en arrivant. Et donc, elle est représentée là en train de chasser, ce qui est assez rare pour une femme, surtout de son rang, mais assez rare pour une femme dans les représentations. Et puis, elle n'accompagne pas simplement la chasse, hein, on voit qu'elle vient d'abattre quelques oiseaux. Et donc ça, c'est une chose qui est très connue sur la Palatine, hein. Elle est réputée pour son goût pour la chasse. Elle accompagnait Louis XIV dans ses chasses. C'est ce qui fait que, en plus de son esprit très mordant, elle était très appréciée du roi qui recherchait sa compagnie. Alors, quelques scènes de vie de cour illustrant aussi cet art de la miniature. Un grand panneau, donc une grande miniature sur vélin avec un texte calligraphié dans un impressionnant cadre de chêne sculpté avec tous les signes de la royauté. Le texte est une exhortation de Louis XIV au dauphin qui commence par
adore Dieu, créateur de l'univers, et l'aime de toute ton âme, de t'avoir fait naître catholique, apostolique et romain. Honore ceux qui t'ont mis au monde, sois humain et bienfaisant à tous les hommes, aime tes proches et tes amis, mais plus que tout, aime ta patrie, procure le bien public, respecte les gens de bien. Voilà, parle peu, règle tes pensées, abhorre le menteur, ne fais jamais de raillerie piquante, enfin un véritable guide de bonne conduite du roi très chrétien. Et donc cet objet, puisque ce n'est pas simplement une miniature, se trouvait dans les appartements du dauphin. Vous pouvez s'en imprégner. Autre scène d'éducation, j'aime beaucoup ce passage quasiment d'un siècle à l'autre qui montre d'une façon tout à fait différente l'éducation qui est apportée au dauphin. Il y a quelques mystères dans les acquisitions parfois. Et, en 2013, ma première acquisition, c'est ce dessin. Et cette deuxième version de la même scène est passée en vente il y a 2 ans. Et on a aussi pu l'acheter. C'est d'autant plus amusant que ces dessins font partie de la collection de Goncourt et étaient réunis. Voilà, ils ont été dispersés après la dispersion globale de la collection. Donc, comme c'est un ensemble de 3, peut-être qu'un jour on trouvera aussi le troisième, et j'espère qu'on pourra reconstituer ce petit ensemble. D'autant plus intéressant que ce sont les dessins préparatoires pour un grand tableau présenté au salon de 1771, une commande du précepteur des enfants du dauphin, fils de Louis XV, donc le duc de la Vauguyon, qui voulait donc mettre en valeur l'éducation donnée par le dauphin à ses enfants. Une éducation évidemment moderne, donc marquée par l'intérêt que porte et l'implication personnelle de leur père, et l'influence de la philosophie des Lumières tempérée par le christianisme et matinée de physiocratie. Donc tout ça devait faire de Louis XVI un futur, du duc de Berry, donc un futur roi bien formé, prêt à affronter ses responsabilités. Donc ce dessin, ce tableau, ce grand tableau présenté au salon est perdu. Donc ce sont ces dessins qui nous laissent la trace de cette œuvre et qui nous montrent le dauphin. Je ne sais pas si vous voyez quand je bouge la souris. Le dauphin qui est assis, son fils, donc le duc de Berry, futur Louis XVI, debout derrière lui, et les 2 frères, le comte de Provence qui tient une mappemontre, le comte d'Artois qui est sur les genoux de son père, sous le regard de Louis XV, donc représenté en buste. La symbolique, on va la retrouver de la même façon dans ce portrait du dauphin futur Louis XVI, donc réalisé en 1770 au moment de son mariage avec Marie-Antoinette, où on a alors un portrait du jeune dauphin qui a un pendant qui est en Suède, qui représente Marie-Antoinette. Mais surtout, c'est un dessin programme qui était destiné à être gravé. Et on voit donc toutes les annotations de Saint-Aubin. Alors Saint-Aubin, si j'ai le temps d'aller jusque-là, je montre, il y a un autre dessin de lui dans l'exposition, c'est un artiste un petit peu frénétique, et on voit que voilà, il remplit sa feuille de détails, et on sent un dessin extrêmement rapide, à la fois très vigoureux, mais en même temps
très esquissé par endroits, plein d'erreurs et de reprises. Là, on voit bien que sous Louis, il a écrit roi avant d'écrire dauphin. Donc, voilà, plein de reprises. Alors, j'ai mis en détail parce que ici, à côté de son épaule, Saint-Aubin prévoit de mettre un buste de Louis XV et on a comme indication le grand-papa. Sur le côté droit, deux lys et on a l'explication. Le lys, ce sont les comtes de Provence et d'Artois qui sont symbolisés par ces lys. Et puis deux petites scènes autour de la gravure qui montrent notamment le dauphin labourant. Donc un épisode un petit peu monté en épingle par la Vaugrillon pour montrer dans cet esprit physiocratique que le dauphin n'est pas éduqué hors des réalités de son peuple. Donc, ça fait référence à une anecdote réelle où, croisant un paysan, il va essayer de se mettre voilà, derrière la charrue. L'autre épisode étant le roi, et pour éviter d'abîmer un champ, va le contourner bien soigneusement pour respecter le travail de ces paysans. Donc, une feuille programme hein, où on voit, on peut imaginer sans difficulté que c'est une commande du duc de la Vaugrillon, puisque son nom est même indiqué clairement sous le buste du dauphin. Bon, portrait qui ne sera pas plus pas gravé. Donc, nous sommes c'est très intéressant d'avoir ce dessin préparatoire, outre le fait voilà, qu'il illustre une autre technique très, très rapide et à la fois très touffue, avec ces passages au lavis pour donner un petit peu de profondeur. Voilà, on devine là aussi que c'est destiné à la gravure, puisqu'il y a toutes les réserves de blanc qui doivent être transposées. Voilà, alors on arrive à la seconde moitié des œuvres présentées, mais je pense que je ne vais pas aller jusqu'au bout des œuvres présentées. Donc, qui sont des vues de Versailles, de tout style et de toutes époques. On va de vues architecturales. Donc, la toute première, c'est l'œuvre la plus ancienne de l'exposition. Une vue de la façade du château, vue du côté de la cour de marbre vers 1674, alors qu'on peut détailler. Hein, je pense que je vous invite surtout à aller la voir et à lire le catalogue, puisque l'ensemble des détails sont donnés. Là, je n'ai pas vraiment le temps. La seule chose qu'on peut rapidement mentionner, ce sont les cabinets sur trompe qui sont présents, qui remplacent les volières. On voit que le programme des statues qui devait compléter les colonnes est à peine esquissé. Donc, la grille royale n'est pas encore installée, ce qui permet donc de dater ce dessin vers 1674. Et l'ensemble, le dessin est vraisemblablement un dessin préparatoire, peut-être un dessin pris sur le vif pour une gravure, mais en même temps, on voit bien qu'on a un véritable dessinateur, pas simplement un artiste qui fait un relevé, avec l'usage de l'aquarelle, quelques rehautes sanguines, vraiment un travail sur le dessin. Une autre vue un tout petit peu plus tardive, à peine, de la Galerie des Glaces. C'est alors ce qui est très amusant dans cette vue, c'est qu'on reconnaît de façon assez instinctive la Galerie des Glaces, et pourtant tout est faux dans la représentation. C'est un dessin qui a été fait pour la gravure, pour les conversations nouvelles de Mademoiselle de Scléry, donc publiées en 1684.
dont le sujet n'est pas tellement une description du château de Versailles ou de la Galerie des Glaces, mais des appartements et surtout des soirées d'appartements, c'est-à-dire de ce qui s'y déroule. On voit bien que Leclerc a eu connaissance des projets, mais pour cette Galerie des Glaces, mais qu'il ne s'est pas du tout rendu sur place, puisque une moitié de la galerie était terminée en 1684 et ne ressemble pas du tout à ce qu'il nous montre. Alors, rapidement, quelques exemples. L'alternance de niches d'arcades qu'on n'a pas du tout trouvé, le bas-relief de Coisevaux du Salon de la Guerre qui se trouve dans la perspective où il n'a évidemment jamais été. Le plafond à compartiments qui manifestement est une allégorie de Louis XIV en Apollon sur son char, qui correspond à un tout premier projet de plafond sur le thème d'Apollon, mais qui n'a pas du tout été retenu. Et le dessin est plutôt inspiré d'un dessin de l'escalier des ambassadeurs. En revanche, certains détails sont beaucoup plus justes, mais Leclerc était proche de ces artistes. On a en bas à droite une table portée par des dauphins, des couteaux et des dauphins, qui correspond à un modèle livré par Balin. On a le fameux mobilier d'argent qui se trouvait dans la Galerie des Glaces. Et puis, on a surtout, ça c'est très réaliste, tous ces visiteurs qui se pressent et qui admirent, notamment ce couple de courtisans à qui un garde du corps du château montre les décors, fait le guide, fait le cicérone. Donc voilà, un dessin qui est extrêmement intéressant dans sa technique, mais qui est surtout très surprenant dans le décalage entre une vision réelle et une vision fantastique. Je saute un siècle, j'aime beaucoup, et on arrive sur la place d'Armes où on voit toute l'animation qui peut y régner. Sur la droite, en bas à droite de votre écran, un dessin à la plume de Saint-Aubin, donc du même portrait. Là, on voit un carrosse qui est en train d'entrer, qui a les honneurs du Louvre, c'est-à-dire qu'il a l'autorisation à pénétrer dans la cour en franchissant la grille royale. Et ce qui a amusé beaucoup Saint-Aubin, c'est-à-dire l'inverse absolu de Sylvestre Leclerc, c'est ce n'est pas du tout l'architecture, mais c'est toute la foule qui se presse, qui vient regarder ce carrosse avec intérêt, avec amusement, des courtisans, mais pas seulement, des jeunes gens qui sont montés sur les murs. Voilà, toute une trace finalement de cette animation que produisait le moindre événement de la cour. Et autre scène finalement de la vie quotidienne, de la vie animée du château, c'est la place d'Armes, donc ce que vous avez là en haut à gauche, avec un bâtiment qui est quasiment jamais représenté. La caserne des gardes françaises qui était construite à peu près au niveau de la rue de la Chancellerie, en fait, en avant évidemment, mais qui occupait les 2/3 de la longueur de la rue de la rue de la Chancellerie. Donc, on aperçoit le grand commun juste derrière. Et c'était une architecture très particulière, construite vers 1771, je crois, par Trouard. C'était une architecture, donc un bâtiment de briques recouvert de tôle et la tôle peinte en imitation de tissu rayé bleu et blanc, avec tout un ensemble d'éléments, de décors militaires, notamment le trophée qu'on voit sur le sommet de la tente principale. Ce genre d'architecture alors est fréquent à la fin du XVIIIe siècle, mais pas du tout dans ces proportions-là. C'est plutôt réservé aux fabriques de jardins
va trouver ce genre de construction recouverte de tôle peinte à Ménard et au désert de Retz. Les plus connus sont en Suède, Drottningholm, où voilà, pour le coup, elle servait de caserne pour les gardes. Et on voit là toute l'animation que suscite la présence des gardes sur la place d'Armes. Alors, je vais passer rapidement, mais je ne peux pas passer à côté du grand album des plans et vues de Trianon, commandé par Marie-Antoinette à son architecte, donc Richard Nick, et avec les aquarelles de Châtelet. Cet album, donc on a pu acheter en 2016 avec l'aide de la Fondation France, a été classé au patrimoine. Classé patrimoine national, ce qui n'arrive jamais pour une œuvre graphique. Donc, c'est particulièrement fier. C'est donc un recueil de plans du château de Trianon et surtout de toutes les premières fabriques que Marie-Antoinette commande à Nick pour le jardin anglais qu'elle crée. Alors, je vais passer là aussi un tout petit peu vite, mais l'album est enrichi de 5 aquarelles de Châtelet qui représentent donc pour celle-ci l'arrivée de la reine sur son carrosse à 8 chevaux à Trianon. On voit sur la gauche le mât du jeu de bague. Alors cet album fait partie d'un ensemble de 6 albums, donc celui-ci qui a appartenu à la reine et quelques autres qui ont été offerts à sa demande à ses visiteurs prestigieux. Donc, un album a été offert à Paul Ier, dont une partie a été un peu démembrée, mais une partie se trouve à Pavlovsk, un autre à Joseph II, qui est en main privée à New York, et le troisième, le plus connu, est à Modène, a été offert à son frère Ferdinand. 2 autres sont déclarés manquants. L'un était destiné à Gustave III de Suède et l'autre à la princesse des Ursins. Voilà. Et ils sont à peu près composés de la même façon, c'est-à-dire qu'on a plusieurs feuilles de plan, des vues du théâtre, j'y reviendrai, et 5 ou 6 aquarelles. Celui de Modène est celui que l'on montre toujours, puisqu'il est le seul à avoir cette vue du hameau qu'on utilise régulièrement. Donc, le fameux jeu de bague que l'on apercevait depuis l'entrée fait partie des premiers aménagements que la reine demande lorsqu'elle obtient Trianon. Elle avait admiré, apprécié celui de Monceau, créé pour le duc de Chartres. Donc, le jeu de bague, c'est une espèce de manège inspiré des joutes médiévales. On s'assied sur les sièges là qui sont en forme d'animaux, de pans, et il faut mettre une lance dans les bagues qui sont sur le côté. Donc c'est un jeu extrêmement à la mode, extrêmement apprécié, et pour protéger les invités, Marie-Antoinette ordonne la création d'une galerie chinoise qui permet d'attendre son tour pour faire du manège. Donc un décor chinois. C'est une exception dans le jardin de Trianon. Les décors turcs, chinois, de toutes sortes d'inspirations exotiques sont très fréquents dans tous les jardins anglais. Mais à Trianon, finalement, Marie-Antoinette va rester très sobre et c'est la seule concession au goût chinois, au goût de l'exotisme, au goût un peu de l'exotisme de l'époque. Sur les
les aquarelles suivantes, on voit le belvédère, le rocher, on devine à droite la montagne, la colline qui ont été élevées en prélevant les eaux du lac, puisque, comme vous le savez, on a un endroit parfaitement plat dans ces espaces-là. Et donc, la première chose à faire, ça a été de modeler le paysage pour en faire un paysage pittoresque. Et donc, dès que le rocher qui tombe une cascade est créé, on peut établir ce belvédère. Alors, une tradition dit que les personnages qui sont ici sont Marie-Antoinette, que souvent on a le dessinateur, donc ça c'est plus vraisemblablement Châtelet. Châtelet, c'est un compagnon du père Robert. Il était en Italie un certain temps avec lui, et donc on reconnaît un petit peu le trait léger, les personnages du premier plan qui sont assez proches de ceux du père Robert. On va surtout, donc sur ce côté droit, on voit le saule pleureur qui masque l'entrée de la grotte, que l'on va voir donc en coupe ici, avec ce petit chemin qui arrive jusqu'à la grotte. Cette grotte faite pour rafraîchir les promeneurs, une grotte qui a fait couler beaucoup d'encre, qui était aménagée, donc il y a une cascade qui tombe et puis qui était aménagée avec un banc recouvert d'un tissu imitant la mousse. Donc là, on a une coupe, évidemment, hein, c'est pour mieux voir cet escalier qui monte vers la sortie haute. Et la dernière vue, donc le temple de l'amour, peut-être le chef-d'œuvre des jardins, avec toute cette agitation pittoresque autour, des visiteurs des invités de la reine, évidemment, mais aussi tous ces petits jardiniers qui savent faire, dessinateurs qui lèvent les plans, les vues, etc. Donc, finalement, un album qui mêle vues d'architecture, mais aussi des vedute à l'italienne, ces vues animées. Et puis, dans les pages du recueil, on a plusieurs vues consacrées au théâtre, avec plusieurs couples. Là, on a donc la scène et la salle, avec tous ces niveaux. Dans une autre vue, on a une vue d'ensemble avec les cintres et les dessous qui montrent bien l'ampleur du théâtre. Sur les différents albums, ce qui est assez amusant de noter, c'est qu'il y a une scène différente dans chaque album. Voilà, j'essaye d'aller un tout petit peu plus vite. Sans transition, nous passons aux propositions qui sont faites à Napoléon. Alors, on dit partout que Napoléon n'a pas voulu s'installer à Versailles, qu'il n'en avait pas la volonté. Ce qu'on sait maintenant, c'est que c'est pas du tout qu'il ne le souhaitait pas. Au contraire, il a lancé de grands travaux à la fois d'architecture et de décor, hein, puisque notamment toute une commande de textile était passée à Lyon pour la chambre de l'impératrice. Dès 1804, il vient à Versailles, il voit l'état catastrophique du château, il ordonne déjà des travaux d'urgence et puis il demande à Gondouin, l'architecte, de lui faire des propositions de reconstruction et de décor également. Je ne sais pas, dans l'exposition Architecture rêvée, j'avais déjà présenté beaucoup de ces projets, mais cet album, alors je me consacrais principalement à l'architecture extérieure, donc de toute façon cet album n'était pas sa place, mais cet album est rentré l'année dernière dans les collections
alors je dis bien album parce que là, les images que vous voyez sont replacées en frise, mais les feuilles avaient été découpées et remontées dans un album. Et la signature de Percier et Fontaine avait été apposée sur l'une des feuilles. Et donc, il a fallu que Christian Bollez se penche sur la question pour qu'on puisse être sûr que cet ensemble d'aquarelles était bien issu du projet de Gondouin, donc d'un projet assez précoce présenté à l'empereur en 1806. Je n'ai pas le temps de faire l'analyse de ce décor, mais ce que l'on peut voir, c'est que Gondouin, c'est un architecte d'Ancien Régime. Il a fait notamment les torchères de la Galerie des Glaces. Il a travaillé pour les menus plaisirs. Et en fait, il ne fait pas de modification radicale du château. Il intègre un certain nombre de tableaux, de tapisseries, de mobilier dans le décor de Louis XIV. Alors, vous voyez qu'il y a un certain nombre aussi de modifications dans les plafonds, mais l'enchaînement des pièces, un certain nombre d'éléments sont parfaitement reconnaissables. Et parfois, effectivement, on a un style qui reste très des années 1780, par exemple, le projet de trône qui est dans la salle du trône, salon de Mercure, et ressemble plutôt à un siège des menus plaisirs qu'au projet de Percier et Fontaine, qui sont quasiment contemporains. Donc, ce projet est abandonné, et c'est lorsque Marie-Louise, lorsque Napoléon épouse Marie-Louise et qu'il souhaite l'installer et installer toute la famille impériale à Versailles, que le projet de travaux est repris, mais cette fois-ci confié à Fontaine. Et Fontaine récupère tous les devis, tous les plans et donc toutes les élévations, et donc celle-ci, dans ses dossiers, et s'en sert pour son propre projet. Et alors, on n'a pas de projet pour l'intérieur du château. Voilà une vue du salon de la guerre. Donc, vous voyez qu'un certain nombre de choses ne changent pas, mais qu'on a un N de Napoléon bien visible. Et donc, Fontaine propose de recréer une façade pour Versailles. Et vous verrez dans l'exposition tous les projets qui ont été faits par différents architectes et présentés à Louis XVI dans les années 1780, qui font aussi partie de des acquisitions des années 2000, et très belles acquisitions, et donc de ce qui est exposé. Et voilà, et je vais terminer presque dans les temps impartis sur une des deux œuvres les plus tardives de l'exposition, qui montre que certes, après Louis-Philippe, finalement, les lieux peuvent se modifier. Et là, c'est plutôt le motif de Versailles qui va servir d'inspiration aux artistes, et notamment Lévi Durmer avec ce pastel dans les bleus, verts, enfin très, très, très surprenant, qui montre les feux de Bengale au bassin de Neptune. Donc, ces grands jeux d'eau et d'électricité qui étaient donnés au moment des fêtes de nuit, qu'appréciaient beaucoup les visiteurs de l'entre-deux-guerres principal. Voilà, je vous remercie, et surtout, j'espère que malgré cette présentation trop courte, vous n'aurez pas l'impression d'avoir vu toute l'exposition et que vous viendrez à Versailles. Merci beaucoup, Elisabeth. C'était très intéressant. Effectivement,
c'est vrai que là, on a quand même un… Alors, je ne me rends pas compte par rapport au nombre d'œuvres que vous souhaitiez présenter normalement dans cette visioconférence, mais je pense qu'on a quand même un bel aperçu. En tout cas, on a vraiment hâte de se rendre sur place et de découvrir l'exposition En vraiment vrai. Surtout en vrai. en présentiel. J'espère que pour vous, donc l'exercice de la visioconférence s'est bien passé. Ça allait, je vous regardais beaucoup. C'est vrai. J'avais besoin Ouais, de votre visage. ouverte exprès. Alors, je ne sais pas, n'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions, ce que je vous propose, Elisabeth, c'est peut-être de fermer votre document, partage de document, ce qui permettra de voir tout le monde. Et puis, si tout le monde peut rallumer sa caméra, voilà, pour qu'on puisse échanger. Voilà, on voit tout le monde réapparaître au fur et à mesure. Alors, non, je ne me vois pas. Ah, voilà, ouais. Voilà. C'est bon. Donc là, on commence à avoir voilà, les gens qui viennent. Voilà. Vous voyez dans la partie discussion, donc ouais, c'était très intéressant. Et, voilà, c'est une belle présentation. Moi, j'avais une petite. Enfin, il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé, notamment dans tous les dessins que vous avez présentés. C'est marrant parce que je trouve qu'on met énormément l'accent en fait sur l'expression des personnages au niveau du dessin, beaucoup plus que sur la peinture. Est-ce que c'est moi qui ai eu cette impression ou est-ce que c'est une réalité? Je ne comprends pas tout à fait. Les dessins, les esquisses que vous nous avez montrées, les expressions de visage, on sent que l'artiste a beaucoup insisté sur les expressions de visage et je trouve que on retrouve moins ces expressions de visage sur l'œuvre finale qui est la peinture. Ah bah souvent, le dessin est beaucoup mieux que la peinture, ça c'est sûr. Puis Ouais. comme mes collègues peintures ne sont pas cachés dans les spectateurs, je peux le dire. Donc, non. Alors, c'est aussi la sélection que j'ai faite qui veut ça. Pour les portraits, on a peu de… Pour les vrais portraits, on a peu de dessins préparatoires. Donc la comparaison est moins facile. On en a même un, un des deux dessins préparatoires pour des peintures. Le visage est à peine esquissé, on dirait le visage de Tintin avec des yeux en bouton de culotte, donc vraiment aucune ressemblance possible. Alors c'est vrai que ces dessins, les dessins préparatoires pour les figures de ces grands décors sont effectivement très, très travaillés. Ça, c'est certain. Ouais. Alors, j'ai un petit peu insisté dessus aussi dans ma présentation. Hein. C'est pas du tout aussi flagrant quand on visite l'exposition de façon globale. J'ai aussi fait une sélection dans les choses qui me touchent plus et ces visages sont effectivement extrêmement touchants. Ouais, c'est vrai. Alors, la sélection a été difficile. Oui. Oui. Je pense que pour faire visiter l'exposition, je vais avoir besoin de 4 heures. Donc, ça va être un peu compliqué de trouver le bon rythme, la bonne sélection lorsque je serai dans les lieux. Vous avez un petit peu servi de cobaye, là, tout de même. Et je pense qu'il va falloir que je travaille sérieusement à ne pas être trop longue sur les premières salles, parce que sinon, je vais être très, très frustrée en arrivant à la fin. Et à la fin, il y a des très, très belles choses aussi. Donc, voilà, il va falloir que… mais je pense que dans l'exposition, il y a au moins la moitié des œuvres sur lesquelles j'aurais envie de développer. Ah oui, d'accord. Effectivement, il faudra faire des choix. Tout à fait. Et est-ce qu'il y a des prêts? Ben non, aucun, puisque ce sont Aucun. que nos collections. D'accord, ok. C'était l'objectif. C'était l'objectif, très bien. Mais je comprends votre question parce qu'on a toujours, dans toute exposition, on entend parler des prêts, du transport, de tout. Donc, voilà. Non, là, c'était l'exposition qu'il fallait faire en ce moment. C'est-à-dire que… Vous avez votre fonds.
J'ai le fond de dessin est sous la main. Pas de problème de transport, pas de problème de convoyeur en quarantaine, pas de problème de prêts qui ne peuvent pas être reportés. Enfin, voilà, c'était la meilleure exposition du moment. Question très pratique, c'est quand l'exposition, quand est-ce qu'elle démarre? 1er juin. 1er juin, et Ouais. c'est dans quel lieu? Appartement Maintenon. D'accord. On a une question à l'écrit. Alors, donc, la personne vous remercie pour cette présentation très intéressante. Hâte de pouvoir y assister physiquement. Je me demandais, cette exposition est 20 ans d'acquisition, mais d'acquisition à qui? Par exemple, l'album des vues de Trianon, à qui l'avez-vous acheté? Alors, l'album des vues de Trianon, il était dans la vente des collections d'Elisabeth de Rothschild. Et on a pu, on va dire, avoir un accord avec elle pour l'acheter juste avant qu'il passe en vente. Voilà. Beaucoup de ses œuvres sont... alors, j'ai un tout petit peu plus de mal à vous répondre sur les œuvres que je n'ai pas achetées moi-même parce que ça a beau être écrit dans le catalogue, je n'ai pas tout retenu. Beaucoup d'œuvres sont achetées en vente aux enchères, donc il y a une veille importante. Beaucoup sont achetés évidemment chez des marchands. Nous avons des dons, parfois par l'intermédiaire de la SAV. Nous avons, et puis on achète de temps en temps auprès de quelques particuliers. Et c'est vrai que le gros des achats passe par soit par les ventes aux enchères, soit par des marchands experts. Enfin, je pense à l'album Gondouin, vous a été proposé par un expert au moment où la famille, suite à une succession, était dans l'obligation de vendre un certain nombre de choses. Et donc, il n'y a pas eu de passage aux enchères, il n'y a pas eu de mise en vente à d'autres personnes. C'était quasiment... il y avait un intermédiaire, mais sans qu'on soit en concurrence avec d'autres. Alors, on a d'autres questions. Les pastels étant fragiles, seront-ils exposés tout au long de l'exposition ou seront-elles remplacées par d'autres? Non, ils ne seront pas remplacés par d'autres. Par contre, ils risquent de ne pas ressortir tout de suite. Je pense qu'ils vont au contraire être très, très protégés. Alors, à titre personnel, pas forcément tous sur la même longueur d'onde entre conservateurs, mais je suis complètement opposée aux prêts de pastels. Donc, pour l'instant, tous les pastels, sauf un, mais qui était un dépôt du musée d'Orsay, a été prêté loin de Versailles. Mais toutes les fois où les pastels de nos collections ont été exposés, c'était pour des expositions internes. Donc, ce qui est en fait le plus problématique pour les pastels, ce n'est pas l'exposition en elle-même, c'est le transport. Avec tous les problèmes de perte de matière qui peuvent se produire. Donc, sans transport ou avec un transport sans vibration, on limite considérablement les difficultés. Et le pastel de Lebrun, ma foi, il est suffisamment usé pour qu'il n'y ait plus beaucoup de matière à perdre, malheureusement. Donc, finalement, c'est son usure qui va le préserver. Le pastel de Lemoine, c'est encore une autre... c'est pas un pastel complètement couvrant. Il n'y a pas beaucoup de matière et il y a beaucoup d'estompes. Donc, en fait, toute la poudre qui aurait pu partir est déjà partie. En fait, il n'y a pas de risque. Et c'est vrai que je vais l'exposer pendant 4 mois. Ça, j'ai pris ce parti-là. Ce qui veut dire que pendant au moins 4 ans, il sera dans la réserve. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de travail de restauration sur les dernières acquisitions? Alors, elles ont toutes été restaurées, ce qui est aussi l'intérêt effectivement d'une exposition comme celle-ci.
Donc, c'était un énorme travail pour notre restauratrice Marilène Mercier. Alors, je peux vous donner un scoop qui date d'aujourd'hui, une des œuvres, mais je ne vous dirai pas laquelle, que nous avons pu restaurer, qui devait être restaurée pour être exposée, nous a réservé une surprise incroyable, puisque pour un dessin, nous en avons deux. Il y en a un au dos, qui n'est pas complètement visible parce que la restauration n'est pas terminée, mais ça veut dire que on a quelques belles découvertes qui sont réalisées à l'occasion de cette exposition. Alors, il nous reste quelques minutes. Alors, malheureusement, ce sont les contraintes de Zoom. Donc, pour pas qu'on soit interrompu brutalement, on a encore quelques petites questions, notamment, donc, merci beaucoup pour cette présentation. Des dessins avaient été installés il y a quelques années dans les petits appartements du roi, notamment dans les couloirs et l'escalier semi-circulaire. Certains ont été retirés, il me semble. Pourquoi et est-il prévu de les réinstaller? Alors, ce n'était pas des dessins, c'était des gravures. Dans l'escalier semi-circulaire sur un palier, il y en a toujours. Et dans c'était dans le couloir de géographie, on va dire que c'est un problème de calage entre les travaux nécessaires. Donc la présentation, c'était quelque chose de ponctuel pour voir ce que ça allait donner. Et ensuite, on avait besoin de travaux pour les protéger. Puis, pour de multiples raisons, les travaux n'ont pas été engagés. Et c'est un projet que je reprendrai après l'exposition, mais qui me tient toujours à cœur. Et enfin, une petite dernière question. Pourquoi n'y avait-il pas de dessin de ce type dans les collections françaises auparavant? Alors, il y a des collections de ce type dans les collections françaises. Alors, je ne sais pas si la personne souhaite préciser un petit peu. Les collections d'art graphique du Louvre font partie des énormes collections au monde. Et à Versailles, il y avait déjà des collections d'art graphique avant 2000, bien évidemment. Là, simplement, on a choisi de mettre l'accent sur ces nouvelles acquisitions, ce qui n'empêche pas. Là, il y a une centaine. Alors, la collection d'art graphique est une petite collection. C'est à peu près 1500 dessins. Là, on en expose une centaine, donc il en reste un petit peu quand même, un petit peu dans nos réserves. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'est comme ça que je la comprenais. N'hésitez pas, hein, si vous souhaitez préciser vos questions, n'hésitez pas à prendre la parole. Juste une petite question pratique, peut-être qui a été abordée au début, mais j'ai manqué le début. Est-ce qu'il y aura des photos des peintures finales en regard des dessins dans l'exposition? Toujours. Toujours. Il y aura des dessins et pour chaque œuvre, un cartel développé. Ça sera la nouveauté aussi ici. Là, vraiment, c'est quelque chose qui s'impose parce que c'est tellement éclectique, c'est tellement divers qu'on ne peut pas se passer d'une mise en contexte. Alors, évidemment, c'est en quelques mots. Un cartel, ça ne fait pas toutes les explications dont on rêve, mais ça permet quand même de situer un petit peu l'œuvre et effectivement de comparer ou au moins de pouvoir situer l'œuvre par rapport à la peinture quand il s'agit d'un dessin préparatoire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Bon, bien, Elisabeth, il nous reste à vous remercier vraiment pour cette formidable présentation. Vraiment un grand merci parce que je sais que l'exercice de la visioconférence n'était pas quelque chose qui me tentait particulièrement. Donc, merci beaucoup de l'avoir fait pour les Amis de Versailles, surtout que c'était vraiment une présentation tout à fait exclusive. On est impatients de découvrir l'exposition. Vous verrez dans la partie discussion, les gens vous remercient chaleureusement pour cette présentation et puis attendent avec impatience l'ouverture de l'exposition début juin. Eh bien, écoutez, je vous remercie aussi chacun d'avoir pris votre temps pour être de nouveau devant un écran, puisqu'en ce moment, on y passe beaucoup de temps.
Donc, merci pour cette heure et demie passée devant votre écran d'ordinateur. Merci beaucoup. Très bien. Merci beaucoup.